Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 700 000 abonnés, et même si on a dépassé la période réglementaire des 31 jours, je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Alors cette année 2022 qui vient de s'achever a été extrêmement riche, j'ai l'impression de dire ça à chaque début d'année, mais c'est la vérité. Évidemment, le plus gros projet qui a marqué cette année 2022, c'est mon projet de bande dessinée, Philorama, un projet qui a rencontré un grand succès puisque vous avez été plus de 4000 contributeurs à avoir précommandé la bande dessinée. D'ailleurs, je crois même que c'est l'un des plus gros projets Ulule qui a eu lieu sur la plateforme l'année passée. Et donc, je saisis l'occasion pour vous dire qu'on avance bien, qu'on avance même très bien sur la bande dessinée. On en est déjà à la 5e histoire, donc on est dans les temps et la bande dessinée vous sera livrée comme prévu à la fin de cette année pour que vous puissiez l'offrir pour les fêtes de Noël. Je crois que certaines personnes ont cru qu'on livrait la bande dessinée fin 2022. Bien entendu, ce n'était pas possible puisqu'on a lancé le projet en octobre. Donc 2 mois pour réaliser, imprimer, envoyer la BD, c'était un petit peu compliqué. Et de toute façon, si vous êtes contributeur Ulule, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une news sur la page Ulule pour vous tenir informé de l'avancement du projet. Autre fait marquant de cette année 2022, c'est la progression assez spectaculaire de ma page Patreon. Donc je vous rappelle que sur ma page Patreon, je publie du contenu totalement inédit, du contenu qui n'apparaît sur aucun de mes réseaux sociaux, ni sur YouTube, ni sur Instagram. Et parmi les différents formats que je propose sur ma page Patreon, il y a les capsules concept, on en est déjà à la 17e. Il y a également les épisodes retour que je publie généralement quelques jours après la sortie de mon dernier audio philo. Et parmi tous les autres avantages, il y a également la sortie des épisodes en avant-première, c'est-à-dire que je sors mes épisodes sur YouTube le vendredi. Sur ma page Patreon, vous y avez accès dès le mardi. Il y a également les cours que je donne une fois par mois, les replays de ces cours, ainsi que les apéros philo que j'organise une fois tous les 2 mois. Donc si vous êtes intéressé par ce contenu inédit, eh bien le mieux c'est de vous rendre directement sur ma page Patreon, le lien est dans la description. Et l'avantage, c'est que si vous souscrivez à cette page Patreon, non seulement vous aurez bien entendu accès à tout le contenu que je vais publier à partir de votre inscription, mais également à tout le contenu qui a été publié depuis la création de la page. Ce qui veut dire que tous les épisodes retour, toutes les capsules concept, toutes les 17 minutes, vous y aurez accès si vous vous inscrivez maintenant. Et pour conclure ce bilan de l'année, sur un plan un peu plus prosaïque, eh bien sachez que la chaîne a enregistré 200 000 abonnés supplémentaires en 2022. Donc on est sur une progression qui se maintient, on est sur une progression quasiment linéaire, et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça continue comme ça encore longtemps. Donc a priori, tout va pour le mieux, et effectivement, tout va pour le mieux, mais il y a quand même quelque chose dont j'aimerais vous parler, et qui concerne les modifications du règlement de YouTube. En gros, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe du côté créateur, lorsque vous publiez une vidéo sur YouTube, vous devez confirmer que cette vidéo n'enfreint pas le règlement de YouTube. Et s'il s'avère que la vidéo que vous publiez sur YouTube ne respecte pas le règlement, eh bien vous risquez plusieurs choses. Au mieux, la démonétisation, c'est-à-dire que votre vidéo ne vous rapportera pas de revenus. Au pire, vous pouvez recevoir un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, ce qu'on appelle des strikes, votre chaîne est purement et simplement supprimée. Et attention, quand je dis que votre chaîne est supprimée, ça ne veut pas dire seulement que vous ne pouvez pas publier de nouvelles vidéos. Ça veut dire que toutes vos anciennes vidéos disparaissent. Donc autant dire que vous mettez la clé sous la porte. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que récemment, YouTube a remis à jour son règlement, et maintenant ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que YouTube va jusqu'à interdire l'usage de gros mots. Et c'est ce qui fait que de plus en plus sur YouTube, vous allez voir des vidéos dans lesquelles il y a des bips pour censurer les mots interdits, ou dans lesquels il y a des mots volontairement mal prononcés. Ça c'est une technique qu'utilisent certains créateurs pour essayer de contourner l'interdiction, pour essayer de mettre en défaut le détecteur de mots interdits sur YouTube. Et moi concrètement, je ne suis pas le plus directement visé par ce nouveau règlement de YouTube, parce que mes épisodes contiennent assez peu de mots grossiers. Mais il faut savoir que ça ne concerne pas seulement les gros mots, ça concerne aussi tout ce qui va être considéré comme étant des propos sensibles ou des propos polémiques. Alors, sensible, polémique, on pourrait répondre que c'est très subjectif,
Oui, mais sauf que YouTube a mis au point un algorithme qui permet de détecter un certain nombre de mots, tout ce qui va être lié par exemple au racisme, tout ce qui va être lié au sexisme, tout ce qui va être lié à la violence, à l'appel à la haine ou à des événements sensibles, eh bien tout ça sera dorénavant censuré. Et sachez que ça va très loin parce qu'il y a même des chaînes YouTube d'histoire qui ont vu certaines de leurs vidéos démonétisées parce qu'elles parlaient de la Seconde Guerre mondiale ou parce qu'elles parlaient de l'esclavage ou de la colonisation, et que tous ces sujets sont dorénavant considérés comme problématiques sur YouTube. Donc si je vous parle de tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Il est tout à fait possible que YouTube continue à serrer la vis et à restreindre les sujets autorisés par les créateurs de contenu, et qu'il est tout à fait possible qu'on se retrouve demain avec des vidéos de philosophie censurées parce qu'elles auront évoqué des thématiques, des sujets, des questions qui seront considérés comme étant trop sensibles sur YouTube. Alors on va pas se mentir, si YouTube fait tout ça, ce n'est pas pour préserver les enfants de la plateforme, c'est bien entendu parce que ça correspond à une demande des annonceurs publicitaires qui ne veulent pas voir le nom de leur marque mêlé à des propos choquants, et clairement on voit que YouTube s'oriente de plus en plus dans du contenu de pur divertissement, en plus de la musique. Donc autant vous dire que les contenus culturels et les contenus philosophiques, ça pèse pas lourd dans la balance, et c'est pas ça qui les fera changer d'avis. Alors moi il se trouve que j'ai un principe qui est de ne pas me plaindre d'une situation que je connais et que j'accepte. Donc je refuse de me plaindre de ce nouveau règlement de YouTube, tout simplement parce que vivre de YouTube ne fait pas partie des droits fondamentaux de l'être humain. YouTube est une plateforme privée qui a un règlement, on peut l'accepter, on peut le refuser, et si je ne suis pas content, je quitte la plateforme. Mais sachez que dans un avenir plus ou moins lointain, il est possible que ma chaîne fasse également les frais de cette politique de censure de YouTube, parce que dans certains de mes épisodes, je parle de la mort, je parle du suicide, je parle du totalitarisme, et que tous ces sujets peuvent être considérés comme choquants, peuvent être considérés comme sensibles. On en revient à la question de la subjectivité et de la sensibilité, qui fait que si ces propos ne sont pas choquants pour les uns, ils le sont pour les autres. Et comme on est dans une société médiatique de plus en plus aseptisée, de plus en plus lisse, il me semble inévitable qu'un jour ou l'autre, cette question se posera également pour ma chaîne. Et c'est ce qui fait par exemple que j'ai prévu de faire un épisode sur Schopenhauer et les femmes. Eh bien cet épisode, je ne le publierai pas sur YouTube, parce que Schopenhauer, vous le connaissez, vous savez que c'était quelqu'un d'extrêmement misogyne, et donc lorsque je vais parler dans mon épisode de ce que disait Schopenhauer à propos des femmes, il va y avoir des propos choquants, et même si ce ne sont pas mes propos personnels, même si je ne fais que rapporter les propos de Schopenhauer, peu importe, pour YouTube, c'est déjà considéré comme problématique. Je pourrais même les critiquer, je pourrais même les dénoncer, que du point de vue du règlement de YouTube, ça ne changerait strictement rien, parce que tout ce qui intéresse YouTube, c'est de savoir quels mots sont prononcés. YouTube se moque de savoir quelle est l'approche que vous allez avoir de ces sujets. YouTube se contente de détecter des mots interdits. Donc cet épisode sur Schopenhauer et les femmes sera disponible uniquement sur ma page Patreon, parce que j'ai pas envie de commencer à jouer à la roulette russe avec l'algorithme de YouTube, et aussi parce que je n'ai pas du tout envie de me censurer ou de m'auto-censurer pour correspondre, pour satisfaire le bon vouloir des annonceurs publicitaires. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a bientôt 5 ans, c'est une activité dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle je m'accomplis et me sens utile, et donc je n'ai pas du tout envie de rentrer dans une sorte de guéguerre ou de posture d'indignation vis-à-vis de YouTube. J'estime que c'est à nous, créateurs de contenu, de prendre nos responsabilités, et si on se rend dépendant d'une plateforme qui ne nous appartient pas, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas se plaindre le jour où cette plateforme décide de changer ses règles. Et pour ma part, j'estime que la philosophie est une discipline incompatible avec la censure, puisqu'en philosophie, on parle de tout, on traite de tous les sujets, on ne s'interdit rien, on ne prohibe rien, donc vous le savez maintenant, je ne m'adonnerai pas à l'autocensure, je ne m'adonnerai pas au travestissement de mes propos, et si demain tout ça devait s'arrêter, eh bien ça s'arrêtera, et ça continuera sous d'autres cieux. Voilà, j'ai terminé ce très long préambule que je tenais à vous faire, parce que c'est important aussi de vous tenir informé des coulisses
de notre travail de créateur, et que vous sachiez aussi comment on vit et comment on réagit à tout ce qu'il se passe derrière l'écran. Voilà, je vais maintenant passer aux réponses à vos questions. Je vous rappelle que pour m'envoyer vos questions pour les FAQ, le plus simple, c'est de me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et comme d'habitude, désolé à tous ceux dont je n'aurais pas retenu la question, vous aurez d'autres occasions. C'est parti, première question. Est-ce que tu aurais un jour pensé atteindre le chiffre de 700 000 abonnés? Sinon, j'adore tes vidéos. Alors, au lancement de ma chaîne, absolument pas. Au lancement de ma chaîne, je crois même me souvenir que j'avais dit que j'espérais avoir 1000 abonnés la première année, 5000 la deuxième et 20 000 la troisième. Je crois, je peux me tromper, que j'ai atteint les 100 000 abonnés au bout d'un peu plus de 2 ans d'activité sur cette chaîne YouTube. Et à partir du moment où j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'ai commencé à me dire qu'il était tout à fait possible que la progression continue, mais la raison profonde pour laquelle je reste surpris que cette chaîne compte autant d'abonnés, c'est tout simplement à cause du format. Je ne pensais pas qu'un format audio, qu'un format minimaliste dans le montage et dans l'esthétique puisse être aussi populaire. En fait, ça correspond à un préjugé que j'avais dans la tête, qui était que la masse, pour employer cette expression qui ne veut pas dire grand-chose, que la masse était uniquement intéressée par du contenu purement divertissant ou par du contenu ultra dynamique. Donc ça a été une belle leçon d'humilité, ça a été aussi une belle leçon de compréhension de ce qui plaît, de ce qui intéresse les gens. Et même si le nombre d'abonnés en soi n'a pas vraiment de valeur, c'est surtout symbolique, mais c'est quand même révélateur, c'est quand même symptomatique de quelque chose, de l'époque que nous traversons actuellement et de ce besoin de sens qui marque généralement les périodes de crise. Et donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je suis très content de savoir que mon nombre d'abonnés augmente, parce que ça signifie quelque chose, ça signifie que les gens sont attirés par le monde de la pensée, par le monde de la réflexion, que les gens ne sont pas attirés seulement par les contenus abrutissants, par les contenus faciles à consommer, faciles à digérer. Et je sais que parmi mes abonnés de longue date, il y en a certains qui auraient voulu que ma chaîne reste confidentielle, selon l'idée que plus quelque chose est populaire, plus quelque chose gagne en visibilité, et plus ça devient finalement pour faire de l'argent, plus ça devient quelque chose qui fait partie du système, et donc plus on aurait abandonné ses anciens projets et ses anciennes convictions. Pour ma part, et même si je sais qu'on est le plus mauvais juge de soi-même, mais pour ma part, j'ai plutôt l'impression que ce gain de visibilité m'a au contraire permis de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire à pouvoir passer l'intégralité de mon temps à créer du contenu qui soit à chaque fois un peu meilleur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est le plus mauvais juge de soi-même, donc si vous avez le sentiment que la qualité de la chaîne a baissé au fur et à mesure du temps, eh bien n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, et inversement d'ailleurs, si vous pensez au contraire que la qualité a augmenté, eh bien n'hésitez pas à me le dire, les commentaires sont là pour ça. Question suivante. Comptes-tu produire du contenu toute ta vie ou n'est-ce qu'une étape? Bien, c'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, et puis aussi parce que j'appartiens à une génération pour laquelle l'instabilité, la précarité, l'évolution permanente font un peu partie des choses qu'on a intégrées. Donc ça veut dire que je vis très bien avec l'idée que je ne sais pas encore ce que je ferai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, même si évidemment je souhaiterais que mon travail sur YouTube, sur les podcasts, continue encore pendant plusieurs années. Mais ce n'est pas parce que je le souhaite que ce sera effectivement le cas, et puis aussi peut-être qu'un jour je n'aurai tout simplement marre et que j'aurai envie de faire autre chose. Quand je dis faire autre chose, ça peut être produire du contenu sous un autre format, par exemple le format écrit, écrire des livres, ça fait partie des possibilités que je peux envisager. Peut-être que passé mes 40 ans ou mes 45 ans, j'aurai envie de me consacrer à l'écriture, ou peut-être que j'aurai envie de faire quelque chose de totalement différent, peut-être que j'aurai envie de reprendre un travail manuel, ou peut-être que je deviendrai coach sportif ou prof de salsa. Le fait est que ce n'est pas une chose qui me préoccupe parce que je pense que l'être humain se caractérise par sa capacité d'adaptation
et que si un jour, pour une raison ou pour une autre, je mettais un terme à mon activité sur YouTube, je sais que je trouverai autre chose dans quoi m'épanouir. Question suivante. Aimeriez-vous écrire un livre, par exemple un essai sur la philo? Alors j'ai commencé plus ou moins à répondre à cette question tout à l'heure, parce que la réponse est oui. Oui, j'ai de plus en plus envie d'écrire un livre de philosophie. J'ai même déjà à l'esprit la thématique que j'aimerais traiter dans ce livre, mais simplement c'est le privilège de l'âge. Je sais que lorsqu'on s'avance un peu trop et lorsqu'on annonce trop vite le fait qu'on va écrire un livre, bien généralement on produit surtout de la déception chez nos auditeurs et futurs lecteurs, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, et donc entre le moment où on l'annonce et le moment où le livre est réellement écrit, il peut se passer plusieurs années, et je n'ai pas du tout envie de jouer à ce petit jeu-là avec vous. Je n'ai pas envie de vous annoncer quelque chose qui ne verra le jour que dans 3, 5, voire 10 ans. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé le projet Philorama, donc en octobre 2022, la réalité c'est que je travaillais sur ce projet depuis le mois de mai, donc ça faisait déjà 5 mois que j'étais sur ce projet. Ça faisait 5 mois et je savais qu'il fallait encore un peu plus d'un an pour faire aboutir ce projet de bande dessinée, et donc je ne me serais absolument pas amusé à vous annoncer ce projet, à vous l'annoncer officiellement, si je ne l'avais pas encore entamé. Mais si je peux déjà donner quelques indices, ce livre de philosophie que j'aimerais écrire traiterait, sous un mode philosophique, de la trajectoire de l'humanité, de la préhistoire à nos jours. Ça peut vous faire penser à un autre livre, à un best-seller de ces dernières années, ce sera très différent. Question suivante. Ressens-tu, au moment de réaliser tes vidéos, une responsabilité face au public? Eh bien oui, je ressens une responsabilité face au public, mais ce qui me facilite les choses, c'est que j'éprouve d'abord une responsabilité face à moi-même. C'est-à-dire que je suis un peu un maniaque de l'exigence. J'oserais pas dire que je suis perfectionniste, mais un peu quand même. En fait, si, je suis clairement perfectionniste, mais on va dire qu'avec l'âge, j'ai appris à gérer ça et à un petit peu desserrer, un petit peu lâcher du lest sur mon perfectionnisme. J'ai appris à gérer ça, à être un peu plus tolérant, voire un peu plus coulant avec moi-même quand c'est nécessaire, parce que je sais que la perfection est parfois l'ennemi de l'action. Et que même si je sortais un épisode en ayant la conviction profonde et intime que tout est parfait, qu'il n'y a aucun défaut, rien à ajouter, rien à enlever, je sais que ce ne serait mon sentiment qu'au moment de le publier, et qu'il suffirait d'attendre un an, un mois, voire une semaine, pour que je me dise qu'en fait, tout était à reprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne confonds pas le sentiment de responsabilité avec l'hyper-exigence qui empêche d'avancer. Parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est par la pratique qu'on s'améliore. Et que donc si on veut faire quelque chose de parfait sans s'être trompé, sans avoir fait d'erreur, sans avoir commis d'imperfection, eh bien on ne peut pas s'améliorer. Donc vouloir être d'emblée dans la perfection, sans être passé par toutes les étapes de l'apprentissage et de l'amélioration, ça me semble être une contradiction dans les termes. Donc oui, j'éprouve une responsabilité face au public, responsabilité d'ailleurs qui porte non pas sur la manière dont vont être interprétés mes épisodes, mais plutôt sur la fidélité de ce que je dis au contenu réel de la pensée des auteurs. Autrement dit, pour le dire simplement, qu'une vidéo sur la mort puisse toucher, puisse affecter négativement mon spectateur, ça c'est quelque chose dont je n'éprouve pas la responsabilité. Je n'éprouve pas la responsabilité de ça parce que j'estime qu'il n'y a pas de manière consensuelle de traiter de sujets qui ne sont pas consensuels. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, en introduction de mon épisode sur la mort chez Épicure, j'ai commencé par une blague. J'ai commencé par une blague pour mettre les pieds dans le plat, pour briser la glace, et pour dire que, bah oui, on va parler de la mort. La mort est un sujet triste, dramatique, voire tragique, mais ça c'est un point de vue culturel sur lequel je n'ai pas de prise, sur lequel je ne peux rien, et j'estime que je n'ai pas à m'interdire de parler de sujets de ce type, sous prétexte que ça risque d'attrister certains de mes auditeurs. Je dirais que si je décide de traiter d'un sujet choquant,
je ne vais pas me poser la question de savoir si je vais choquer, je préfère partir du principe que oui, et me dire que, après tout, on n'est pas obligé de m'écouter. Question suivante. Quel est ton profil MBTI? Alors, si j'ai bonne mémoire, je crois que lorsque j'ai passé ce test MBTI, le résultat c'était l'architecte. Je crois en tout cas qu'une fois, j'avais eu comme résultat l'architecte et que je l'avais repassé quelques temps plus tard et que cette fois-ci j'étais plutôt le directeur. Mais c'est vrai que sur les tests en général, les tests de personnalité, de profil psychologique, il m'arrive de ne pas répondre exactement à la même chose, et d'ailleurs ça m'avait inspiré toute une réflexion sur ce que l'on fait quand on répond à un test de personnalité, autrement dit, ce que l'on fait lorsqu'on parle de soi. Parce que remplir un test de personnalité, c'est parler de soi. Est-ce que c'est parler de soi, ou est-ce que c'est parler de l'image qu'on a de soi? Et je me souviens avoir discuté il y a quelque temps avec un ami qui me disait qu'on avait tous une tendance, lorsqu'on répond à un questionnaire de personnalité, à répondre non pas ce que l'on est, mais ce que l'on voudrait être. Ou en tout cas la manière dont on se voit, la manière dont on se perçoit, l'image qu'on veut renvoyer aux autres ou à soi-même d'ailleurs. Et c'est là que je me suis dit que les tests de personnalité étaient intéressants, non pas parce qu'ils révèlent notre personnalité, mais parce qu'ils révèlent ce que nous voulons dégager comme personnalité. Est-ce que j'ai réellement la personnalité de l'architecte? C'est possible, j'ai déjà eu l'occasion de dire que si j'avais dû faire un autre métier, exercer dans un autre domaine que la philosophie, ça aurait été l'architecture. Directeur, pourquoi pas, si par directeur on entend diriger, et pas forcément d'ailleurs diriger une équipe, pas forcément diriger du personnel. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à déléguer, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à diriger les autres, je préfère me diriger moi-même. Voilà, je ne me serais pas forcément vu dans cet exercice, et c'est ce qui fait que j'apprécie énormément de pouvoir travailler tout seul. Question suivante. Comment tu fais pour tenir un si long discours en philosophie? Je dirais que je suis naturellement bavard, et que plus je suis passionné par un sujet, et plus j'ai envie d'en parler. As-tu fait d'autres sujets comme la politique, la littérature, auxquels tu t'intéresses? Je traite de philosophie, mais aussi de littérature, d'art, de culture en général, dans certains de mes épisodes. Par exemple, dans mon épisode sur Orwell, je parle de la novlangue. Ce concept d'Orwell, il n'apparaît pas dans un essai de philosophie, il apparaît dans un roman qu'on peut envisager sous un angle philosophique. Lorsque je parle du mythe de Prométhée, lorsque je parle d'Adam et Ève, lorsque je parle de la Grèce ou de l'Égypte, je parle de mythologie, je parle de religion, mais je le fais sous un angle philosophique. Et a fortiori dans mes portraits philo, quand je parle de Vegeta, quand je parle de Rocky ou du roi Arthur, je parle de personnages de fiction, donc on va dire que je peux parler potentiellement de tout, à condition que ce soit sous un angle philosophique. Et d'ailleurs, je pense que je serai amené, d'ici les mois ou les années qui viennent, à parler de plus en plus de romanciers et de poètes, c'est-à-dire à analyser philosophiquement des œuvres littéraires. Question suivante. Pourquoi la philosophie? Parce que le besoin de sens. Des recommandations de films philo. Bien, un peu dans la continuité de ce que je disais précédemment, beaucoup de films peuvent être envisagés sous un angle philosophique. J'ai déjà cité dans de précédentes FAQ le film The Truman Show, j'ai également parlé de Captain Fantastic, Matrix bien sûr, qui fait partie des films les plus cités dès qu'on parle de philosophie au cinéma. Moi, il se trouve que j'ai un réalisateur, et notamment un film de ce réalisateur que je trouve d'un contenu philosophique surpuissant, qui est 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que c'est un film qui pose en creux, même pas en creux d'ailleurs, de manière assez explicite en fait, la question de l'origine de l'humanité et de la définition, de la signification du fait d'être humain. Et d'ailleurs, toute la coloration mystico-ésotérique de ce film n'est pas pour me déplaire. Maintenant, et c'est pas très original de le dire, mais peu importe, c'est ce que je pense, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut trouver de la philosophie un peu partout. Et donc, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, qui était Avatar 2,
Moi, je l'ai pas vu comme un film philosophique. En revanche, je l'ai vu comme un film qui nous donnait parfois l'occasion de nous interroger sur le sens philosophique de certaines choses. Et je ne parle pas du tout de tout l'aspect écologiste, environnementaliste du film, mais je pense plutôt à une scène qui se trouve à la toute fin du film. Alors je préviens tout de suite, si vous ne voulez pas être spoilé, avancez d'environ 30 secondes. C'est une scène située à la fin du film où l'enfant humain qui vit parmi les habitants de Pandora sauve la vie du méchant. Et il semblerait que s'il lui sauve la vie, c'est parce qu'il sait que ce méchant est son père. Je me suis dit que ça devait avoir un sens, non pas seulement pour le scénario et pour la suite, mais aussi un sens philosophique, c'est-à-dire qu'il y avait un message dans ce geste. Et ce message, ce n'était pas le message du pardon, parce que le méchant n'éprouve absolument aucune culpabilité, il n'est pas du tout dans une démarche de repentir. C'est l'enfant lui-même qui, de sa propre initiative, décide de lui sauver la vie, comme s'il y avait quelque chose de plus fort, comme s'il y avait quelque chose de viscéralement humain dans cet acte. Et si on admet, avec Schopenhauer, que le fait d'aimer ses parents, ou le fait que les parents aiment leurs enfants, c'est en fait une version différée de l'amour de soi, c'est-à-dire de l'instinct d'autoconservation, eh bien ce sauvetage du méchant à la fin du film a peut-être une portée beaucoup plus philosophique qu'on ne le pense. Question suivante. Pratiques-tu des sports de combat? Alors j'ai pratiqué des sports de combat, j'ai pratiqué la boxe anglaise, j'ai pratiqué un petit peu la boxe pied-point, mais ça fait tellement d'années maintenant que je n'ose plus vraiment me revendiquer de ces sports, et je pense que si je m'y remettais, il faudrait que je reprenne quasiment tout à la base. T'es plutôt crochet du gauche ou uppercut au foie? Bien, à l'époque où je faisais de la boxe anglaise, j'étais plutôt uppercut au menton. D'où vient cette idée du sportif idiot et de la dichotomie entre corps et esprit? Ça, je pense que ça remonte à une très lointaine distinction, la distinction corps-esprit qu'on trouve déjà chez les philosophes de l'Antiquité, notamment chez Platon. En fait, c'est l'idée que l'esprit est la région supérieure de l'être humain, tandis que le corps, c'est la partie basse, c'est la partie qui nous rattache à notre animalité, à notre instinct. Donc chez Platon, le bas-ventre, la partie animale de l'être humain, c'est ce qu'il appelle l'épitoumia, tandis que la partie cérébrale ou la partie intellectuelle, c'est ce qu'il appelle le nous. Et donc historiquement, l'esprit a toujours été valorisé par rapport au corps parce que le travail du corps, le travail manuel, c'était le travail des esclaves, c'est-à-dire des individus qui n'étaient pas libres. Tandis que le travail de l'esprit, ce qu'on a appelé plus tard les activités libérales, c'était les activités des individus détachés des contraintes de la matière, détachés des tâches manuelles, et donc on fonctionne depuis l'Antiquité avec cette hiérarchie corps-esprit qui fait que les métiers intellectuels, donc les métiers de l'esprit, sont plus valorisés que ce soit socialement ou économiquement. Et partant de cette hiérarchie entre corps et esprit, on en est venu à considérer que ceux qui exerçaient des métiers physiques ou des activités physiques bien avaient forcément moins de capacité intellectuelle que les autres. Si vous préférez, l'idée c'est que si on travaille de son corps, ça veut dire qu'on n'est pas capable de travailler de son esprit. Et ça, moi, c'est une dichotomie non seulement que je refuse, que je récuse, mais même que je combats fortement, parce que, de mon point de vue, non seulement il n'y a pas d'opposition entre le corps et l'esprit, mais même il y a une complémentarité. Nous sommes des esprits incarnés, nous sommes des esprits qui sont véhiculés par un corps mortel, et croire que l'on pourrait s'abstraire de l'une de ces deux dimensions, c'est pour moi avoir une vision très réductrice de ce qu'est l'être humain. Question suivante. Plutôt philosophie abstraite ou terre à terre? Là encore, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux, et d'ailleurs c'est Hegel qui disait que l'idée, c'est ce qu'il y avait de plus concret, parce que l'idée c'est ce qui se réalise, c'est ce qui se matérialise par l'histoire et par nos actions. Donc pour ma part, faire de la philosophie déconnectée de la réalité, c'est un contresens, c'est un oxymore. Parce que la philosophie part toujours de problématiques concrètes, parce qu'on se pose la question du temps ou de la mort à cause des rides, parce qu'on se pose la question morale à partir de la trahison. Et ça, vous pouvez le décliner sur toutes les problématiques matérielles auxquelles un être humain se voit au moins une fois confronté dans sa vie.
Donc je n'oppose pas la philosophie terre-à-terre et la philosophie abstraite, j'essaye de les unir, j'essaye de les faire se marier l'une avec l'autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait défaut dans l'enseignement traditionnel de la philosophie, c'est-à-dire le fait de vouloir séparer la philosophie de la vie concrète, alors que c'est dans la vie concrète et dans nos vécus individuels que s'enracinent la plupart de nos questionnements philosophiques. Question suivante. Bonjour Charles, quelles sont tes plus grandes certitudes? Ma plus grande certitude, c'est que nos certitudes sont toujours provisoires. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Je dirais que la différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas une différence de nature, mais plutôt une différence de degré, parce que nous sommes des animaux, nous sommes biologiquement des primates. Quand on compare l'ADN de l'homme et l'ADN du chimpanzé, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2% de différence. Donc nous sommes très proches du chimpanzé, nous sommes très proches des animaux, des mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais nous sommes des mammifères qui sont dotés d'une capacité particulière qu'on appelle le langage, plus exactement le langage complexe, le langage conceptuel, c'est-à-dire que nous sommes capables d'utiliser le langage, pas seulement pour donner des indications pratiques, mais aussi pour produire de la pensée, et même si je comprends qu'on soit attaché à l'idée de ne pas créer de hiérarchie entre l'homme et l'animal, le fait est que l'homme possède cette faculté particulière de pouvoir exprimer des concepts, de pouvoir exprimer de la pensée abstraite, et que c'est cette capacité qui est au fondement de la culture, c'est-à-dire de ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Il y a des animaux extrêmement intelligents. En termes de neurones, le dauphin est 2 fois plus intelligent que l'être humain, mais sauf que le dauphin n'est pas en mesure de traduire, de convertir cette intelligence dans des actes et dans de la culture. Donc moi je dis souvent que l'homme est un animal métaphysique, c'est-à-dire qu'il partage avec l'animal cette dimension instinctive et pulsionnelle, cette dimension qui le rattache à l'instinct de survie, mais il a en plus la capacité symbolique, c'est-à-dire la capacité à créer du sens. Donc je veux bien qu'on ne crée pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal, mais force est d'admettre qu'en termes de comparaison des facultés, l'homme en possède une que ne possèdent pas la plupart des animaux. Question suivante. Quelle est ta définition de la liberté? Pour moi, la liberté, c'est l'appartenance à soi par l'attention aux choses présentes. Et même si, fondamentalement, je reste déterministe, à la manière de Spinoza, je pense que la notion de liberté conserve un sens, parce que la liberté, c'est le fait de se dire qu'à chaque instant, on aurait pu faire autre chose que ce qu'on a fait. Alors oui, le déterminisme nous dira que tout ce qu'on a fait, on était déterminé à le faire. Mais ce déterminisme n'enlève rien à l'expérience du choix, c'est-à-dire à la question du dilemme. J'en ai parlé dans mon épisode sur Descartes et la liberté. Le fait est que nous sommes des êtres moraux qui ont la capacité de regretter, qui ont la capacité de penser qu'ils ont mal agi. Et ça, c'est quelque chose dont sont privés les animaux et c'est quelque chose dont sont privés les êtres mécaniques. Donc je dirais que la liberté, c'est cette petite parcelle de conscience supplémentaire qui nous permet de prendre des décisions en sachant qu'on aurait pu en prendre d'autres. Question suivante. Qu'est-ce qui est pour toi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est quand on ne se pose plus aucune question, quand on ne s'interroge plus sur le sens de l'existence, parce que le sens nous apparaît comme une évidence, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas besoin d'être formulé. Question suivante. Peut-on échapper à l'opinion? Alors, tout dépend comment on entend la question, mais si ça veut dire peut-on échapper à l'opinion des autres, autrement dit peut-on échapper au jugement des autres, bien ma réponse est non. Je pense qu'on est condamné à être jugé par les autres, et je pense que c'est pas quelque chose dont il faut forcément se plaindre ou sur quoi il faudrait s'apitoyer. La question c'est plutôt de savoir comment on réagit au jugement des autres, et nul n'est tenu à considérer le jugement des autres comme une vérité absolue. Et ça c'est la grande leçon des stoïciens qui est de nous dire que on est affecté par le jugement des autres qu'à partir du moment où on accorde de la valeur et de l'importance à ce jugement. Mais où est-ce qu'on a vu que l'opinion des autres, que le jugement des autres devait avoir un impact sur nous? Le jugement des autres sur nous n'a de valeur que celle qu'on lui accorde. Mais si la question est de savoir est-ce que l'on peut sortir de l'opinion, autrement dit, est-ce que l'on n'est pas
condamné à l'opinion. Eh bien, à ce moment-là, mon avis, c'est que notre pensée est toujours un système organisé de croyances. Un système organisé de croyances, autrement dit, on ne peut pas être sûr à 100% que ce que l'on pense est une vérité absolue. Peut-être même que cette notion de vérité absolue n'a aucun sens, parce que nous sommes des êtres limités, parce que nous n'avons pas l'omniscience, c'est-à-dire la capacité de tout connaître. Et plutôt que de se poser la question de savoir si ce que l'on pense est la vérité absolue, je pense qu'on ferait mieux de se poser la question de savoir si ce que l'on pense correspond à notre expérience de la réalité. Question suivante. Quelle méthode pour dialoguer de manière constructive avec des personnes opposées idéologiquement? Ma réponse est très simple. Ne pas prendre ce que l'on vous dit personnellement. Quand une personne vous exprime ses opinions, en réalité, elle ne s'adresse pas à vous. Vous n'êtes que le support, vous n'êtes que le réceptacle de ce qu'elle pense à ce moment-là. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dit la personne qui est en face de vous, bien dites-vous bien que vous n'avez pas un devoir absolu de la convaincre que vous avez raison et qu'elle a tort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a adopté comme une sorte d'attitude mécanique le fait d'exprimer ses désaccords. Mais exprimer son désaccord, ça signifie qu'on cherche à convaincre, voire à convertir l'autre à ce qu'on pense. Mais quel besoin avons-nous que l'autre pense la même chose que nous? Ça peut paraître bizarre comme question parce que, comme je vous le disais, on a tous cette habitude mécanique de vouloir faire comprendre à l'autre ce que l'on pense et pourquoi ce que l'on pense serait vrai. Mais la personne, elle pense ce qu'elle pense, elle a ses convictions, elle a suivi son propre chemin d'évolution, et de toute façon, vous ne pourrez pas la convaincre que vous avez raison, parce que ce qui fait que vous pensez avoir raison, c'est le fait d'avoir suivi votre propre chemin d'évolution. Donc oui, vous pouvez dialoguer avec la personne, vous pouvez échanger des idées, mais le fait de vouloir convaincre l'autre que vous avez raison, ça me semble être un projet perdu d'avance. On crée beaucoup plus de remise en cause, on crée beaucoup plus de remise en question, simplement en écoutant l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément, le pouvoir de l'écoute, parce que l'écoute est un moyen de recevoir et de recueillir les paroles de l'autre, tout en créant les conditions de leur remise en cause. Question suivante. Tu crois vraiment à la puissance de la philosophie pour gouverner la vie d'un individu vivant à notre époque? Oui, je crois à la puissance de la philosophie comme capacité de s'auto-gouverner, c'est-à-dire comme capacité de ne pas recevoir ses opinions d'une autorité extérieure. Question suivante. Peut-on dire que la société n'a jamais été aussi superficielle qu'actuellement? Oui, on peut le dire, mais je pense qu'on pourra également le dire dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je lis ou que j'entends ce genre de questions, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une posture moralisatrice, une posture de jugement, qui consiste à distribuer les bons et les mauvais points. Qu'est-ce que la superficialité? À partir de quand on est superficiel? Est-ce que montrer ses photos de vacances, c'est de la superficialité? Est-ce qu'avoir un compte Facebook ou un compte Instagram, c'est de la superficialité? Est-ce que se coiffer, se maquiller, prendre une douche tous les matins, c'est de la superficialité? C'est bien beau de vouloir dénoncer la superficialité des autres, mais est-ce qu'on met autant d'entrain, est-ce qu'on met autant d'énergie dans la dénonciation de sa propre superficialité? Moi, je veux bien qu'on dénonce la superficialité, mais j'écouterai quelqu'un dénoncer la superficialité quand il dénoncera sa propre superficialité. Parce que c'est facile de dire que les autres sont superficiels, mais est-ce que ce n'est pas superficiel de les juger sur leur apparence? Est-ce que ce n'est pas superficiel de se faire une image de quelqu'un à partir d'une photo qu'il poste sur Instagram? Et pour moi, dès lors qu'on est dans la recherche de ce qui ne va pas chez l'autre, lorsqu'on est dans le pointage des défauts et dans cette attitude un petit peu professorale et moralisatrice qui consiste à désigner ce qui ne va pas, on est dans la superficialité. Alors bien sûr, je ne m'en prends pas à toi qui pose cette question, je saisis l'occasion que tu me donnes de pouvoir faire cette mise au point, parce que je pense que cette mentalité qui consiste à pointer systématiquement ce qui ne va pas est fondamentalement contradictoire avec ce que je cherche à proposer à travers mon travail, c'est-à-dire des outils d'émancipation, des outils d'amélioration, et non pas des outils de dénonciation ou de jugement qui ne font finalement que nous maintenir dans la négativité. Question suivante. Penses-tu que la plupart des philosophes étaient misogynes? Oui. En fait, c'est pas que la plupart des philosophes étaient misogynes, c'est que tout ce qui appartient au passé est aujourd'hui considéré comme misogyne. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la misogynie, ou la xénophobie,
ou la pensée réactionnaire, c'est d'abord le produit d'une différence générationnelle et d'une différence culturelle. C'est très facile de juger le passé en se disant que ceux qui ont vécu avant nous n'étaient pas conscients, ne comprenaient pas certaines choses, parce que dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 100 ans, c'est nous qui serons jugés réactionnaires par la postérité. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui se targuent d'être les plus progressistes aujourd'hui seront jugés comme d'infâmes réactionnaires par les plus progressistes de la génération suivante. En histoire, il y a une erreur de débutant qu'on nous apprend à ne pas commettre, qui s'appelle l'anachronisme. L'anachronisme, c'est ce qui consiste à jeter Aristote à la poubelle parce qu'Aristote était pour l'esclavage. C'est ce qui consiste à jeter Jean-Jacques Rousseau à la poubelle parce que Rousseau a tenu des propos homophobes. Et c'est ce qui consiste aujourd'hui à jeter Simone Veil à la poubelle, Simone Veil qui a été l'une des plus grandes protagonistes de la légalisation de l'avortement, sous prétexte qu'elle critique la théorie du genre. Donc à une époque où on envisage l'intégralité des rapports sociaux sous l'angle exclusif de la discrimination ou de la stigmatisation, il est évident que tout ce qui appartient au passé peut être jugé misogyne et réactionnaire. Question suivante. As-tu un roman qui t'a profondément marqué et que tu recommandes? Oui, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, le roman que je recommande pour s'initier à la littérature philosophique, c'est L'étranger d'Albert Camus, parce que c'est un roman qui, derrière une apparente simplicité d'écriture, dissimule en fait une grande profondeur philosophique, et parce que c'est un roman qui permet de comprendre en quoi il ne fait pas bon être inadapté aux normes sociales. Question suivante. Pourquoi Meursault passe pour insolent aux yeux des autres, voire l'étranger? Eh bien justement, Meursault passe pour insolent parce qu'il n'épouse pas le modèle social majoritaire qui est le modèle social de la politesse. La politesse, étymologiquement, ça vient du mot polis qui signifie la cité. Et donc la politesse, c'est le fait de vivre en bonne harmonie avec ses semblables. Sauf que, comme le disait Rousseau, la politesse comporte nécessairement une part d'hypocrisie. C'est-à-dire que quand on est poli, on réfrène, on réprime une part de notre agressivité naturelle. Et c'est Freud qui disait que pour vivre en société, nous étions obligés d'en rabattre sur notre pulsion, et ça c'est le rôle du surmoi, d'en rabattre sur notre pulsion pour que la société ne devienne pas un chaos permanent, pour qu'elle ne devienne pas ce que Hobbes appelait la guerre de tous contre tous. Eh bien Meursault, c'est celui qui décide de ne pas céder à cette injonction à la politesse, qui décide de rester lui-même, c'est-à-dire de s'exprimer sans filtre. Et ce qui est intéressant chez Meursault, c'est qu'il ne le fait pas dans le but de faire du mal aux autres. Il se contente d'être lui-même, il se contente d'être indifférent aux affects sociaux qu'on l'oblige à éprouver, et c'est pour ça qu'il sera condamné. Il sera condamné parce qu'il n'a pas versé une larme à l'enterrement de sa mère. Donc je vous invite fortement à lire ce petit roman d'Albert Camus, qui constitue selon moi l'une des meilleures introductions littéraires à la philosophie. Question suivante. Faut-il absolument souffrir pour évoluer? Je réponds que oui, parce que étymologiquement, souffrir, c'est subir, et ce qui nous fait évoluer dans la vie, c'est ce que l'on subit, c'est ce que l'on ne choisit pas, c'est-à-dire c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Nous évoluons parce que nous possédons une capacité d'adaptation, et ce qui caractérise les êtres vivants, et en particulier l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Or, quand une situation nous fait perdre tous nos moyens, lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on n'a pas d'autre choix que de s'y adapter, c'est-à-dire d'évoluer. Si on ne souffre pas, on n'a aucune raison d'évoluer, parce qu'on n'a aucune raison de vouloir éviter de souffrir à nouveau. Et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on souffre, lorsqu'on échoue ou lorsqu'on est déçu, parce que si on ne souffrait pas, on n'aurait aucune raison de se remettre en cause. Alors bien sûr, quand on souffre, on vit ça comme une expérience purement négative, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas conscient de l'amélioration et de l'évolution dont cette souffrance est porteuse. Mais pour peu qu'on tienne le coup et qu'on surpasse cette souffrance, on va s'apercevoir qu'on en est ressorti grandi, qu'on en est ressorti un peu plus sage, un peu plus conscient. La vie est faite d'imprévus, de choses dont on ne pouvait pas se douter qu'elles allaient arriver, et c'est ça qui nous fait grandir. Et je ne crois pas du tout dans la capacité à apprendre par procuration, c'est-à-dire à évoluer grâce aux témoignages des autres ou aux enseignements délivrés par les autres. Je pense que les témoignages sont comme des marque-pages
dans le livre de notre existence et qu'ils ont pour rôle de nous rappeler, lorsque nous vivons nous-mêmes l'expérience, quel est l'enseignement que nous allons en tirer. Il faut écouter les conseils des autres et les témoignages des autres, non pas parce qu'ils vont modifier notre comportement et notre vision du monde, mais parce que, le jour venu, lorsque nous vivrons cette expérience, nous nous rappellerons de ces témoignages et nous saurons quelles leçons il faut en tirer. Question suivante. Penses-tu que la société fait tout pour anéantir la population mondiale et nous rendre stupides? Je pense que la société fait tout pour nous anéantir intellectuellement, pour nous anéantir spirituellement et pour anéantir notre esprit critique. Et enfin, dernière question. Peut-on légitimement vouloir améliorer le monde sans s'améliorer soi-même? Non. Je pense que vouloir améliorer le monde, c'est souvent un prétexte bien pratique pour détourner le regard de ce que l'on devrait améliorer en soi, que c'est facile de pointer du doigt ce qui ne va pas à l'extérieur de soi, mais j'accorderai de la légitimité à ceux qui veulent améliorer le monde lorsqu'ils commenceront par dire que ce qui ne va pas dans le monde, c'est d'abord eux-mêmes. Vouloir améliorer le monde, c'est une manière de vouloir combattre à l'extérieur de soi une bataille qui se livre d'abord à l'intérieur de soi. Et qu'on est très fort pour repérer ce qui ne va pas dans le monde sans se rendre compte que ce qui ne va pas dans le monde est souvent le reflet de ce qui ne va pas chez nous. Je crois beaucoup à cette idée du transfert, de la projection, qui fait qu'on va d'autant plus dénoncer ce qui nous scandalise, ce qui nous dérange, ce qui nous meurtrit chez les autres, sans se rendre compte que ce qui nous dérange se trouve d'abord en nous. Et entendons-nous bien, je ne suis pas du tout en train de critiquer la volonté d'améliorer le monde. Je suis en train de critiquer la stratégie qui consiste à déporter la faute sur les autres plutôt que sur soi-même. Si vous voulez sincèrement et authentiquement améliorer le monde, ne dites pas au monde ce qu'il doit être. Soyez ce que vous voulez que le monde soit.